après la belle présentation de M. Nantel, je me sens un petit peu un dinosaure, là, parce que ça fait déjà plus que 30 ans. Madame Ménard, je vous interromps tout de suite. Oui. Parce qu'on a, pour vous mettre un petit peu l'avant-goût, on a une petite vidéo qu'on aimerait vous montrer qui va expliquer aussi beaucoup les 30 années que Mme Ménard allait vous parler. Donc, petite présentation de quelques minutes. Écoutez, à chaque fois que je regarde la vidéo, je suis toujours émue. C'était loin de ressembler à ça il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans, évidemment, et j'avais beaucoup moins de cheveux blancs. Bonjour à tous, je suis Louise Ménard. Premièrement, je tiens à vous remercier d'avoir pensé à moi. J'espère qu'on a choisi de m'inviter parce qu'on a reconnu mes efforts soutenus pour demeurer compétitive et faire une différence dans le monde concurrentiel qui est l'alimentation. Comme vous savez, l'alimentation a beaucoup évolué depuis mes tout débuts, il y a 32 ans maintenant. Je vais tenter d'être brève. Je ne suis pas une conférencière émérite, alors je ne veux pas vous ennuyer. Je vais juste vous parler un petit peu de mon passé, comment je suis arrivée là, et peut-être certains d'entre vous, ça va vous encourager parce que je vous le dis que ce n'est pas facile. Alors, je serai très brève. Il y a plus de 30 ans, j'étais une maman heureuse quand j'ai hérité d'un commerce d'alimentation. Et je dis bien hérité parce que je crois, et quelqu'un pourra me corriger si j'ai tort, on ne devient pas entrepreneur. On vient au monde avec ces qualités-là d'être un entrepreneur. Alors, je dis donc, j'ai hérité d'un commerce d'alimentation parce que mon mari, Pierre, était comptable agréé, puis lui, il rêvait d'être un entrepreneur. Alors, il partait toutes sortes de petites business. Puis, à un moment donné, il dit, j'ai parti une petite épicerie avec quelqu'un que je connais, donc ça va bien aller. Mais malheureusement, après quelques mois, au lieu de faire un profit, il faisait une perte. Alors, étant donné qu'il était comptable agréé, il m'a dit du jour au lendemain, ben, je vais mettre le commerce à ton nom. C'était là. Alors, moi, comme je vous dis, j'étais une maman heureuse à la maison. Écoutez, quand mon fils se levait, le bon Dieu allait se coucher. Ça, c'était ça, là. Alors, bien malgré moi, j'ai été parachutée dans un tout petit commerce dans Hochelaga Maisonneuve de 3000 pieds carrés.
J'avais 13 employés, puis on avait un chiffre d'affaires à peu près 3 millions par année. C'était très difficile. Je suis arrivée là en talons hauts. Si les gens se rappellent, je vois que c'est très jeune ici, là, mais il y en a peut-être quelques-uns qui se rappellent que dans l'alimentation, on ne voyait pas ça, des talons hauts. Donc, tout de suite, on m'a ridiculisé, on m'a marginalisé. Je n'ai arraché un petit peu. Mais je ne me suis pas enfargé les pieds dans la fleur du tapis, puis je me suis dit, je suis différente, mais comment je vais demeurer différente? Et déjà, d'avoir dans ma tête d'être différente, ça l'a comme défini ma carrière d'épicière. Ce n'était pas facile et ce n'est toujours pas facile de rester différente. Alors, comment il fallait que je résiste dans cette vie du monde de l'alimentation, puis c'est un monde en constante effervescence. Alors, j'étais dans Hochelaga, 52, écoutez, c'était tout un cadeau, là, 52 % de bien-être social. J'étais devant une brasserie où est-ce qu'il y avait une petite pègre et en haut de mon magasin, c'était un lupanar. Et aussi, tu avais un compétiteur à 2 portes. Des gens d'expérience, là. Alors, à deux pas de chez moi. Donc, je rentre là avec mes petits talons hauts, puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme les portes ou je continue? Et puis, finalement, je me suis dit, bon, ils me disent différente, je vais tenter d'être différent. Et on m'a reproché souvent de tenter d'avoir des produits de spécialité, des tout petits produits de spécialité dans Hochelaga Maisonneuve. 52 % de bien-être. Alors, la maison mère me disait, écoute, tu ne les vendras pas, tes produits. Mais moi, dans ma tête, je venais d'un milieu très défavorisé. Je me disais, j'aimais ça. Moi aussi, de me payer une petite gâterie à la fin du mois. Quand j'étais jeune, on était plusieurs enfants, je demeurais dans Saint-Henri. Donc, je comprenais que pour les gens, les assistés sociaux, pouvoir se payer une petite confiture dite d'importation, ça faisait du bien à l'âme à la fin du mois. Alors, j'ai misé là-dessus. J'ai dit, je vais essayer d'offrir des produits que ma clientèle ne connaît pas. Alors, j'ai commencé comme ça, puis figurez-vous donc qu'après 3 ans, j'ai fait un profit, à la grande surprise de mon mari, comptable agréé. Imaginez-vous. Alors, donc, j'ai continué comme ça. Je me suis dit, c'est vrai que là, je devais composer également avec les dictats de mon grossiste. Hein? Alors, je n'étais pas juste toute seule dans mon coin, j'étais banniérée. Donc, il fallait que je compose avec eux. On m'a dit, écoute, Louise, il faut que tu aies, par exemple, des petits pois Del Monte. Oui, vous m'obligez à les avoir, je vais les avoir. Mais à côté de mon petit pois Del Monte, j'étais pour avoir des petits pois carrés s'il le fallait. Il fallait que j'aie un produit différent parce que sinon, j'étais très consciente que j'avais une surface, une toute petite surface. Je ne pouvais pas compétitionner avec les grands de ce monde. Je n'étais pas sur le même terrain de jeu. J'étais très consciente de ça très rapidement. Donc, je me suis spécialisée à offrir des produits locaux et des produits d'importation. Alors, et de créer une atmosphère dans mes commerces. Je n'avais pas de grande surface, je n'ai toujours pas de grande surface. Si vous voyez, par exemple, il y a des lots blocs qui sont 50 000 pieds carrés. Mes commerces, et j'y tiens, vont demeurer à grandeur humaine, c'est-à-dire 30-35 000 pieds carrés. Et pourquoi pas des 8 ou 10 000 pieds carrés aujourd'hui? Parce que le client, dans son esprit, dit, j'entre dans une épicerie, je veux et j'ai droit à avoir tous les produits dont j'ai besoin. Donc, ça prend une certaine surface, mais en même temps, je voulais garder vraiment mes surfaces à grandeur humaine. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui fait que le client va venir chez Mme Ménard plutôt que chez Loblaw ou chez Walmart? C'est justement qu'il faut que ça devienne un événement, venir chez moi. Il faut que le client rentre chez moi puis qu'il soit dans un cadre où est-ce qu'il se reconnaît.
Et par ce fait même, je vous dirais que nous choisissons comme détaillants, et je vais dire peut-être quelque chose de gros, M. Nantel me reprendra tantôt, on choisit notre clientèle. Si vous allez spécifiquement à l'île des Sœurs et sans faire aucune discrétion ou discrimination, nous sommes 2 épiciers à l'île des Sœurs. Et c'est très, très, très... vous pouvez descendre un mur de béton entre nos 2 clientèles. Pourquoi? Parce que moi, j'ai créé une atmosphère, en tout cas, je tente de créer une atmosphère dans mes magasins et j'offre des produits de spécialité, où est-ce que là, je vais les faire connaître, ces produits-là, je vais créer un événement. C'est très sensuel, l'alimentation. Hein? On pose un geste très intime. S'alimenter, c'est un geste très intime. Donc, il faut que moi, ma responsabilité, en tout cas, je l'ai toujours perçue comme ça, il faut que ça soit agréable pour mon client. Il faut qu'il se reconnaisse chez moi. Et je vais vous dire une petite anecdote. À Saint-Lambert, dernièrement, il y a une cliente qui me dit « Écoutez, Mme Ménard, là, franchement, là, une chance, je ne suis pas jalouse, là, parce que là, mon mari, le samedi soir, il dit « Ben là, inquiète-toi pas, là, je m'en vais chez Louise. » Aux grandes dames de mon grossiste, parce que n'oubliez pas, je suis IGA. Mais pendant toutes ces années, j'ai tenté de développer cette relation avec mon client. C'est très exigeant. Il faut toujours être à la hauteur des attentes de notre clientèle. Et par ce fait-là, j'ai toujours cru, moi, que j'étais invitée à la table de mes clients plusieurs fois par semaine. Vous savez, je me disais, « Ah, ouais, c'est vrai, elle a mon steak, là, elle va faire cuire le steak ce soir. Ah bon, OK, elle a le pain, elle a... » Et dans ma tête, je m'imaginais que j'étais invitée. Alors, quand on est invité en quelque part, on s'assure que tout est correct, que tout est bien. Et cette crainte-là qui est saine, il faut avoir peur dans la vie, une bonne peur, là. Je vous dis qu'on se tient le dos raide. Hein? Alors, ça m'a permis de transmettre à mes employés cette peur et de leur exiger de toujours bien préparer les choses. Je leur disais souvent et je leur dis encore, n'oubliez jamais que le nom des marchés Louise Ménard est sur la table de notre client. Donc, il faut que ça soit impeccable, il faut que ça soit agréable. Et si en plus, on lui a permis d'acheter son produit dans une atmosphère fort agréable, écoutez, c'est une plus-value. Donc, pour faire ça, pour amener mon équipe, on va à la guerre si on connaît la stratégie de notre ennemi. Alors, ma guerre, elle n'est pas gagnée, mais je suis toujours au front, je suis toujours vivante. Alors, c'est ça qui est important. Pour gagner cette guerre-là, il a fallu que je développe des stratégies de valeurs humaines auprès de mes employés. Et je pense que c'est le secret d'un bon détaillant. Amener son monde, amener ses troupes à réaliser votre rêve. Donc, malgré toutes ces belles années, malgré mes cheveux blancs et le monde qui est en perpétuelle évolution, je vais vous répondre, je suis encore présente. Mais je réalise également que je suis arrivée à la rivière et où il faut que je traverse ce fameux pont. La transmission des valeurs, la foi et la passion d'être un commerçant, d'être un détaillant. Et ça, c'est pas facile. Alors, je sais où il faut aller. J'écoutais M. Nantel avec beaucoup d'attention tantôt. Je sais où il faut aller, mais je sais surtout d'où je viens et je connais mon présent. Alors, pour me permettre d'amener mon entreprise sur l'autre rive, la rive de l'électronique, de l'évolution, j'ai maintenant un collaborateur de marque qui est mon fils, que je vous présente à l'instant, Bruno, qui va vous faire une petite présentation. Merci de votre écoute. Bonjour à tous. D'abord, merci à M. Nantel d'avoir pas mal justifié toute ma présentation.
j'ai pas besoin de parler beaucoup, mais vous allez retrouver des éléments là-dedans qui sont très intéressants et très communs qu'on a évidemment pensé. Monsieur Dubuc vous a dit, ben, je suis quelqu'un qui ne vient pas de l'alimentation, je suis quelqu'un qui vient essentiellement du milieu audiovisuel depuis plus de 10 ans. Et donc, qu'est-ce qui amène quelqu'un qui a fait sa carrière dans un domaine, on va le dire, un peu sexy, à s'amener dans un domaine qui peut-être traditionnellement ne l'est pas reconnu, mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui a amené cette personne-là dans ce domaine-là? Bien, d'abord, comme ma mère disait, puis d'ailleurs, ma mère va pouvoir me reprendre quelques fois pendant la présentation parce qu'elle a le droit. C'est encore ma mère. Je compte bien. Mais qu'est-ce qui amène quelqu'un dans ce domaine-là? Bien, il faut être entrepreneur. Puis on est entrepreneur. Puis évidemment, ma mère le dit souvent, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, mais c'est un peu ce qui m'est aussi arrivé. J'ai tâté le terrain dans le domaine de l'audiovisuel avec un peu de succès, mais c'est difficile. C'est un domaine qui est très difficile. C'est un domaine qui, évidemment, est en pleine mouvance aussi. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours passionné de dire, bien, je veux être mon propre boss, je veux avoir mes gens. Puis je ne dis pas mes équipes, mais mes gens. Puis ça, c'est l'autre élément aussi qui m'a entraîné dans l'entreprise familiale. Moi, je le considère comme familial parce qu'on y a tous participé d'une certaine façon. C'est ma mère qui était à la tête, puis c'était son entreprise, mais mon père, jusqu'à son décès, il y a 17 ans, mais il a été une partie prenante là-dedans. Il a commencé, peut-être pas bien, mais il l'a commencé, puis il l'a continué, il l'a aidé, il a supporté. Moi, j'ai eu le privilège aussi de travailler dans l'entreprise pendant plusieurs années, jusqu'au moment où je suis allé étudier, puis on m'a dit, ben, va faire tes études, puis pas nécessairement revenir parce que c'était pas encourageant, on voulait m'encourager à faire des études, mais j'ai pris un peu pour acquis cette business-là. Et à un moment donné, ben, tu vieillis, puis là, tu te dis, ben, qu'est-ce qui est important dans la vie? Puis ma mère en a parlé, les valeurs humaines. Les valeurs humaines, c'était une des choses très importantes. Puis vous allez voir, dans le commerce d'alimentation, surtout, c'est très humain. D'abord, avec les gens. J'ai à peu près une dizaine de personnes de notre groupe ici, de nos collaborateurs qui sont venus ce matin, sont importants. Nos employés sont importants. C'est des familles, c'est une famille. On prend soin d'eux, ils prennent soin de nous. Mais il y a aussi notre clientèle. On en a parlé. On est à la table des gens à chaque jour. Pensez à ça. Il n'y a pas... Oui, il y a peut-être les détaillants de vêtements, mais vous ne portez pas la même chose à chaque jour. Mais un commerce de détail de l'alimentation, on est à votre table à chaque jour, que ce soit pour le déjeuner, que ce soit votre lunch que vous avez peut-être apporté, mais aussi votre souper. Fait qu'il y a un grand privilège à ce niveau-là. Donc, c'était ce qui m'a incité à revenir, toutes ces valeurs-là. Puis, on a eu des temps difficiles l'année passée, puis c'est là où est-ce que j'ai fait, il y a quelque chose qui m'agace, là. Il y a quelque chose qui vient me chercher. Et pour moi, il y avait quelque chose d'humain là-dedans. Puis évidemment, ben, d'avoir l'opportunité d'apprendre d'une personne comme Mme Ménard, qui pense qu'elle n'a pas besoin de dire qui elle est dans le domaine de l'alimentation. Moi, je peux le dire, elle a fait une petite révolution au Québec. Puis c'est grâce à elle qu'on a les magasins qu'on a aujourd'hui, puis l'offre qu'on a aujourd'hui. Donc, il y avait tout ça qui m'a motivé. Alors, tout ce préambule-là pour vous dire, je suis maintenant dans l'entreprise depuis presque 1 an maintenant. C'est quoi l'avenir des marchés Louise Ménard? Évidemment, Mme Ménard vous en a parlé. C'est une entreprise que ça fait 30 ans. On a bâti des belles bases. On a une belle réputation, mais il faut continuer. Il faut avancer. On a un marché qui est très compétitif au niveau du commerce d'alimentation. Du commerce en général, mais du commerce d'alimentation. Vous êtes pas sans savoir, de un, qu'on a des concurrents directs qui sont très agressifs, soit dans les prix, soit dans les grandeurs de plancher, soit dans les exclusivités. Mais en plus, là, on a des gens qui ne sont pas des compétiteurs directs, des pharmacies, des Walmart, des Target, qui viennent compétitionner dans notre secteur. Les pharmacies qui offrent maintenant, qui offrent depuis déjà plusieurs années des produits d'alimentation, mais là, qui vont offrir aussi des produits, des tables chaudes. Donc
Donc là, il y a beaucoup de monde là, qui joue dans cette talle-là. Puis vous savez, c'est de garder notre positionnement qui est important. Notre défi global pour les marchés Louise Ménard cette année, puis ça va le demeurer, je crois, c'est 1 $ de plus par panier. Calculez qu'on a à peu près, en moyenne par année, 4,2 millions d'entrées. À 1 $ par panier, c'est beaucoup d'argent. Puis on n'a pas fait plus d'efforts. Donc, c'est là où est-ce que les gens qui sont autour viennent vous gruger. Puis c'est ça qu'il faut essayer de contrer. On a des joueurs même américains comme Whole Foods qui s'en viennent s'implanter, qui ça aussi peuvent faire mal. Donc, comment on fait en sorte qu'on peut garder notre marge puis garder notre position dans ce secteur-là? On a aussi une clientèle de plus en plus exigeante. Vous connaissez le terme les foodies. Plusieurs d'entre vous en sont probablement, mais c'est des gens qui connaissent, la clientèle le connaît de plus en plus les produits, des produits fins, des produits recherchés, des recettes. Comme M. Nantel disait, ils rentrent dans votre magasin, ils savent déjà comment la cuisiner, la recette. Ils ont vu Ricardo, ils ont vu d'autres recettes, des choses comme ça. Donc, on a une clientèle qui n'est plus la personne qui ne connaît pas le produit. Ça, c'est exigeant. Puis, on a créé un peu ce monstre-là aussi. Je parlais avec des collègues la semaine passée. Il y a 20, Mme Ménard, il y a 20 ans, 30 ans, est-ce que vous auriez imaginé tous les produits que vous avez aujourd'hui dans vos commerces? J'en rêvais, mais je ne pouvais pas les imaginer, non. C'est quoi? On parlait de charcuterie. C'était quoi il y a 30 ans? Ballonné jambon blanc. Aujourd'hui, pas jambon blanc. Même pas jambon blanc. Aujourd'hui, je vous mettrai au défi de faire le tour de la charcuterie puis de nommer tous les produits. Je mets même au défi nos gérantes de charcuterie puis de fromagerie. Combien de fromages vous connaissez dans votre table? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de produits. Alors ça, c'est un défi, puis c'est parce que c'est pas nous qui disons on a besoin de faire ça. C'est la clientèle qui le demande. Elle est donc de plus en plus exigeante. Évidemment, tout ce qui est les réseaux sociaux, les sites web, ça amène cette information-là. Donc, on a cette clientèle-là qui est de plus en plus exigeante. On a aussi un défi de main-d'œuvre. Une rareté dans la main-d'œuvre passionnée. Mme Ménard vous a parlé de passion. C'est ça qu'il faut avoir. Alors qu'il y a encore 30 ans, des métiers de boucher, des métiers de boulanger, des métiers de gens dans les fruits et légumes, c'était noble. C'était des métiers qui étaient nobles, qui étaient reconnus comme étant nobles. Le boucher du coin, le fromager du coin, le poissonnier, etc. Aujourd'hui, c'est plus sexy. C'est pas aussi intéressant. Alors, les gens viennent travailler parce que c'est une job. Mais ils ne viennent pas parce qu'il y a quelque chose de passionnant avec ça. Et ça, c'est difficile parce qu'on parle de passion, on parle d'expérience en magasin. Comment on peut transmettre cette passion et cette expérience-là en magasin si nos gens ne sont pas passionnés eux-mêmes? Nous, on l'est, on a une équipe passionnée, on a des gens qui en mangent, excusez le mauvais jeu de mots, mais c'est un des défis, c'est de trouver des gens qui sont passionnés, qui vont transmettre cette chose-là. Aujourd'hui, on a une génération, puis ça fait plusieurs générations, j'en fais partie un petit peu, de gens branchés, de gens qui des sensations, mais ils oublient un peu cette passion-là qui est un peu plus vitale de tout ça. Et donc, ça fait en sorte que c'est un de nos défis à transmettre vers notre clientèle cette passion-là. Et donc, la pénurie de main-d'œuvre passionnée, c'est une problématique. Il y a une vulnérabilité croissante avec l'avènement de multitudes de produits. Il y a, encore une fois, peut-être même pas 20 ans, on n'avait pas de poissonnerie en magasin. C'était des poissonneries qui étaient complètement indépendantes. On avait moins de produits fragiles. Donc, ma mère a dit souvent, on est assis sur une bombe à retardement. Ce qui est vrai parce que il y a une multitude de problématiques ou de choses qui peuvent se passer. Une contamination croisée, vous en avez entendu parler probablement, les crevettes, contamination croisée avec la glace, etc. Après ça, comment le produit est emballé, comment il a été conservé, comment il est venu de notre fournisseur. On prépare des mets chauds, donc
pour ceux qui ont de la restauration, vous savez, c'est les filets, c'est les casquettes, il y a un processus de sanitation. Ça, c'est très vulnérable, surtout pour un commerce d'alimentation, où est-ce que c'est notre matière première. C'est ça qu'on vend. Donc, si c'est pas impropre, ou il y a un potentiel d'être impropre, ça, c'est mortel. Et encore une fois, l'avènement des réseaux sociaux fait en sorte que ça voyage vite. Une nouvelle qui dit tel magasin a mis un cheveu dans ma soupe, ben il y en a une centaine qui le sait déjà en l'espace d'une minute. Ça, c'est dévastateur et c'est peut-être même pas vrai. Donc, ça, c'est une autre de nos problématiques. Donc, on vit avec plusieurs problématiques qu'on doit faire face aujourd'hui au commerce d'alimentation que probablement tu n'avais pas autant à faire face il y a 30 ans, il y a même 15 ans à ce niveau-là. On a toujours, il faut toujours, quand j'ai dit tantôt, il faut avoir une peur qui est saine, c'est ça aussi qui nous motive. Avoir peur de perdre son client, avoir peur de lui présenter un produit qui est impropre à la consommation, ça nous oblige à nous surpasser. Et quand je disais tantôt être différente, eh bien, j'écoutais tantôt certains commentaires. Et pourquoi avoir des chemises bleues? Je fais toujours mon exemple de chemise bleue. Quand vous savez que toutes les boutiques ont des chemises bleues, que le 10-30 a des chemises bleues, puis qu'il est vend rabais en plus de ça. Alors, je crois que la différence nous oblige à avoir peur, mais nous oblige également à performer davantage. Comment on voit l'avenir du commerce de détail en alimentation? Évidemment, pour nous, on le voit quand même très bien. De par notre situation qu'on est déjà, on est une entreprise mature, on a une bonne réputation, on a bâti des assises solides, on a des belles équipes, on est dans les commerces d'alimentation où est-ce qu'il y a le plus d'ancienneté. Aux grandes dames, encore une fois, de notre bannière qui nous dit que ça nous coûte cher. D'avoir autant d'ancienneté. On a des gens que ça fait, pour ceux qui ça fait plus de 20 ans, là, levez la main. Donc, il y en a 2 sur 4 là, qui sont ici. Puis ça, c'est sans compter nos gérants, nos directeurs et tout ça. Il y en a que ça fait 30 ans qui sont avec nous. Dans le commerce d'alimentation, c'est pas ce qui est le plus commun. Cependant, évidemment, avec la concurrence qui est féroce, avec l'avènement de tout ce qui est le commerce électronique, il faut la garder, il faut la maintenir, cette position-là. Et on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. On revient d'une journée de 2 jours avec notre bannière sur les rencontres au sommet. Il faisait l'état des victimes depuis les 30 dernières années dans le commerce de l'alimentation, Steinberg, Dominion. Alors, eux, ils n'ont pas voulu s'adapter ou en fait, ils ont eu de la difficulté à s'adapter et c'est là où est-ce que nous, on doit se positionner à ce niveau-là. M. Nantel a dit, en fait, 3 choses par lesquelles l'avenir passe. Le commerce expérientiel, la fidélisation, puis l'omnicanal, l'omnichannel. Vous allez voir, c'est 3 choses sur lesquelles nous aussi on mise, puis on ne s'est pas consulté. C'est vraiment des choses qu'on est en train de mettre de l'avant à ce niveau-là. Des entreprises en alimentation, comme vous avez pu voir au niveau du commerce électronique, ce n'est pas des entreprises qui vont disparaître de sitôt. En fait, j'aimerais ça vous entendre parler de l'avenir à venir, mais nous, on ne voit pas que ça va disparaître. Pourquoi? Parce que c'est comme l'entreprise d'alimentation, un peu comme le nouveau parvis de l'Église. Il y a moins de monde qui va dans les églises, mais il y a autant de monde qui va dans les marchés d'alimentation. Et c'est là où est-ce que les gens se retrouvent et où ils vont faire leur découverte et tout ça. Alors, c'est sûr que le commerce électronique, on ne peut pas l'ignorer. Je vais en parler après, mais on a au moins cette solidité-là de dire qu'on peut toujours compter sur le fait que les gens vont rentrer chez nous, venir manger. C'est de base, manger, tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de se nourrir. Il y a des gens, nos commerces au centre-ville, ils viennent à chaque jour. Puis en banlieue, ils viennent une fois par semaine, mais ils font des grosses épiceries, mais ils viennent quand même chez nous. Vous savez, vous avez vu dans la vidéo, on a 100 000 clients par semaine. C'est beaucoup de monde. Ça veut dire que les gens ont besoin de manger à ce niveau-là. Je vais juste interrompre, Bruno. À chaque fois, pendant les 30 quelques années, à chaque fois que j'ai senti qu'il y avait une crise économique, curieusement, mes magasins faisaient plus de ventes.
Et je me disais, mais comment ça se fait? Je vends des produits de spécialité quand même, et des produits de marque nationale aussi, mais je sentais que les gens avaient besoin de se reconnaître chez son épicier du coin, de se reconnaître, c'était sécurisant. Donc, à chaque fois qu'il y a eu une crise économique, mes magasins ont bien performé. Donc, l'alimentation est un domaine rassurant, réconfortant. Il s'agissait à nous de faire, une fois que le client était entré, de le comprendre, d'être à son écoute. Et ça, c'était très important, et ça l'est encore aujourd'hui, être à l'écoute de mes clients et de lui créer une atmosphère rassurante. Donc, à chaque fois que nous avons dans le commerce de détail des crises économiques, c'est à nous de dire comment je peux continuer de recevoir mon client, de l'amener chez moi pour qu'il se sente chez lui. Et c'est ça qui est important. Et je crois sincèrement que, je répète, nous choisissons notre clientèle. Donc, être un bon détaillant aussi, c'est être à l'écoute de notre clientèle et d'évoluer et d'avoir cette capacité de flexibilité et d'adaptation, je pense, avec le client. Puis c'est aussi, comme on en a parlé déjà, une expérience, puis M. Nantel l'a mentionné, les marchés où est-ce qu'ils vont, le commerce de détail qui va continuer va avoir une expérience client en magasin. Puis ça, pour nous, c'est important. Notre bannière l'a compris depuis déjà un bon bout de temps. Vous avez vu le plaisir de mieux manger, toutes les dégustations, mais nous, déjà, on le faisait avec la décoration du magasin, ce qu'on ressent quand on arrive, les senteurs, le visuel. Un marché d'alimentation, c'est un lieu de découverte. C'est un lieu on goûte avec les yeux, on goûte avec notre odorat, on peut même goûter des produits. Donc, c'est pour ça que ça va toujours rester, mais il faut le travailler, il faut l'améliorer, il faut le donner au client pour qu'il sente qu'il y a quelque chose qui se passe dans le magasin puis dans ce lieu-là. Donc, c'est important. On a fait la comparaison tantôt de Walmart. Personne ne veut aller au Walmart parce que c'est drame, puis c'est plate, puis il n'y a rien qui se passe. Les gens achètent en ligne. Mais chez nous, ce qu'on veut, c'est créer cette expérience-là puis continuer à le faire. En même temps, il ne faut pas aliéner le client virtuel. C'est une réalité. Nos commerces du centre-ville sont les deux marchés, même un des marchés, c'est celui qui a le plus de commandes virtuelles ou électroniques ou via Internet parmi la chaîne, parmi la bannière IGA. On traite des centaines de commandes, même 150 commandes par semaine. C'est énorme dans un roulement de magasin. Donc, il faut s'adapter à ça. Alors, il ne faut pas l'aliéner. Comment on fait pour ne pas l'aliéner? Parce que c'est un même consommateur où on va chercher d'autres mondes, mais c'est de le traiter aussi bien que comme lui se traiterait en magasin. C'est-à-dire que les commandes qu'on fait, ce n'est pas un client de second ordre. C'est peut-être même un prioritaire parce que le client n'a pas le privilège de rentrer dans le magasin et choisir sa tomate, choisir son pain, prendre sa pièce de viande. Alors, il faut avoir cette attention plus particulière à ce client-là. Parce que quand il reçoit ces choses, il se dit, mon expérience, elle est complète. J'ai commandé comme je voulais, puis j'ai reçu ce que je voulais, exactement ce que je voulais, peut-être même mieux. Donc, il ne faut pas s'aliéner. Notre bannière, elle a compris ça il y a plusieurs années, c'est-à-dire qu'elle a mis en marche un site Internet, une épicerie en ligne, qui est aujourd'hui est à des années-lumière des compétiteurs. Il va y avoir une deuxième itération déjà au printemps, alors que nos compétiteurs ne sont pas là encore. Mais nous, c'est une réalité à laquelle il faut être conscient, puis il faut justement ne pas l'aliéner, puis en prendre soin autant que notre client qui est en magasin, puis lui offrir la même expérience. À travers tout ça, comment nous, on entreprend notre avenir dans les marchés Louise Ménard? Bon, Mme Ménard vous a dit il y a un passage, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Évidemment, j'ai le privilège d'une autre paire de yeux, c'est-à-dire que je viens d'un autre domaine, mais je bénéficie de l'apport incroyable de Mme Ménard au cours des 30 dernières années dans le commerce de l'alimentation pour essayer de bâtir par-dessus. Puis ma mère va vous le dire, c'est peut-être un peu un cadeau empoisonné qu'elle me fait parce que j'ai un défi
de maintenir ce qu'elle a fait. Parce que, méprenez-vous pas, chez Sobeys, ils regardent le petit monsieur Ménard qui arrive, ils disent, bon, ça va y prendre combien de temps à planter tout ça? Alors, c'est un défi réel. C'est pas ça le but, mais c'est sûr qu'il faut le maintenir puis essayer de bâtir par-dessus. Comment on va faire ça? Bien, être passionné. Je vous ai parlé tantôt de la main-d'œuvre passionnée. Ça fait 32 ans que Mme Ménard est passionnée par son métier, par ses clients, par ses produits, par ses petits produits. En fait, écoutez, la grande histoire, les Panettone, ça en fait rager je ne sais pas combien de directeurs et de gérants dans nos magasins, mais on a des sortes de Panettone exclusifs depuis combien de temps? Écoutez, j'ai commencé à entrer, je vendais à peu près une dizaine de Panettone haut de gamme. On a les Panettone qu'on vend bon marché, qui sont immangeables. Je suis obligée de les vendre parce que c'est ma bannière qui me l'exige. Mais j'ai commencé à rentrer des Panettone haut de gamme. J'en vendais peut-être une dizaine. Aujourd'hui, j'en vends 450. Juste dans le mois précédent Noël. Alors, aux grandes dames de mes directeurs, mais ce sont des produits quand même. Et là, les clients commencent, ça a pris à peu près 3 ans. Les clients les regardaient de travers, puis là, les gens, on devient une destination. Beaucoup de mes clients me disent maintenant, « Ah, je sais où je vais offrir le Panettone en cadeau, je vais venir chez Mme Ménard. » Alors, ça commence lentement. Des fois, nos efforts ne portent pas toujours fruit rapidement, mais c'est avec la persévérance et la foi dans votre produit, la foi dans ce qu'on fait, qu'à un moment, ça porte fruit. Alors, aujourd'hui, on vend entre 400 et 500 Panettone durant le mois précédent Noël. Mais ça, c'est dû à la passion. Donc, être passionné, il faut l'inculquer à nos gens pour qu'ils puissent le transmettre à notre clientèle dans tous les domaines. Donc, ça, c'est une des choses qu'on va continuer à faire, c'est être passionné. Puis, en magasin, avec nos employés, on essaie d'inculquer ça. De concentrer nos forces sur ce qu'on fait déjà de bien, puis éviter de s'éparpiller. C'est facile de dire, ah ben justement, le concurrent vend une chemise bleue, ben je vais en vendre une chemise bleue. L'erreur, c'est qu'on s'éparpille, on se concentre sur rien, puis on perd une identité. Puis nous, ben, on a fait le choix de dire, on va se concentrer sur ce qu'on fait bien, les produits d'alimentation. On n'ira pas vendre des bicycles, puis des TV, puis tout ça. Mais même dans le produit, on essaie de rationaliser pour offrir le meilleur de notre clientèle, puis miser sur nos forces. Ça, c'est important parce que sinon, on se perd. Et puis, on ne bâtit pas sur ce qu'on fait de bien, qui est la recette depuis 30 ans. S'attarder aux détails. On a l'avantage d'être une entreprise à maturité. Donc, on peut s'attarder à des détails que certains commerçants ou certains de nos confrères ou nos compétiteurs ne peuvent pas s'attarder. Ils sont encore à essayer de travailler la base. Ce n'est pas d'oublier la base, mais ça nous permet d'aller plus loin, d'être plus pointilleux sur tout ce qui est notre inventaire, tout ce qui est nos pertes. C'est ça le défi dans le commerce d'alimentation, c'est de vraiment s'attarder à ces détails-là pour dégager des marges. Pas sans savoir que les commerces d'alimentation, ça ne dégage pas des marges faramineuses, c'est sur le volume, puis c'est pour ça qu'il faut, l'expression « on travaille avec des sous ». C'est ça, nous, on ne travaille pas avec des piastres, on travaille avec des sous, donc chaque chose, elle est importante. Puis, comme M. Nantel disait, il faut miser sur une clientèle loyale, sur celle qui est loyale, d'avoir moins de produits, moins de SKU, mais se concentrer, puis avoir un service à la clientèle qui apporte une valeur ajoutée. Nous, ça a été ça pendant 30 ans. Notre client, il est la personne la plus importante dans notre magasin, mais on va le traiter aux petits oignons, on va en prendre soin, on va accompagner notre... Combien de fois il y a des gens qui nous ont dit « C'est merveilleux, le petit commis là, qui est dans la rangée, qui est en train de placer une caisse, puis je demande une question, il m'amène à la rangée devant le produit que je veux. » Les clients le remarquent, puis ça, il ne faut pas le négliger. Ce qu'on va faire dans cela, et là, c'est là où est-ce que j'arrive peut-être, mais de dire qu'est-ce qu'on va faire dorénavant pour le consommateur, comment on va aller le rejoindre, cette clientèle-là loyale, comment on va lui parler. On a aussi entrepris cette année un gros travail de gestion de l'image. On va premièrement revoir notre site web, qui est à toute fin pratique
inexistant, mais on va offrir un site web de haut de gamme avec des services, les services qu'on offre à notre clientèle, de parler de nos magasins, de parler d'idées recettes. Puis c'est des choses que vous avez déjà entendues, mais pour les gens locaux, les gens veulent avoir de l'information sur leur commerce local. Une épicerie, c'est ça. Amazon, Walmart, tout ça, c'est dans l'espace, il y en a partout, c'est pas national, mais le commerce d'alimentation, c'est très local. Les gens veulent aller à leur épicerie, veulent avoir des nouvelles de leur épicerie, quels produits il y a dans mon épicerie. Donc, on va pouvoir communiquer avec ces gens-là. On va faire à travers une nouvelle plateforme web, mais aussi à travers les réseaux sociaux. 100 000 clients par semaine, si on est capable d'avoir un petit pourcentage, ça commence à être intéressant pour parler de nos produits. On va revoir l'image en magasin, s'attarder à tous les petits détails, les affiches, les papiers qui sont accrochés avec du tape sur les portes, les dessus de comptoir qui sont un petit peu trop lourds. Nos magasins sont déjà propres, mais il y a des petits détails auxquels il faut s'adapter pour devenir, on l'est déjà, mais encore plus, une grande surface d'alimentation haut de gamme. Et ça va aussi passer par les produits. On a des produits chez nous qu'on a, des produits que personne d'autre de nos concurrents ou même nos confrères ont, qui sont des produits d'exclusivité, des produits haut de gamme, les Panettone, justement, dont on parlait. Alors, faire découvrir ces choses-là à notre clientèle par un affichage qui nous est propre à nous, avec un message qui nous est propre pour faire découvrir ces produits-là, qui, pour nous, ce sont des produits qui nous amènent des plus grosses marges et qui nous distinguent de nos confrères et de nos compétiteurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de faire. Il me reste moins d'une minute. J'arrive à la fin. Et donc, comme je vous disais, de communiquer avec notre clientèle. Communiquer en magasin, communiquer hors magasin. Pour retenir notre clientèle, il y a une fidélisation à ce niveau-là. Faire connaître des produits et des services qui sont peut-être un peu méconnus, mais qui peuvent nous rapporter à nous une bonne marge à ce niveau-là. Donc, on ne s'aliène pas les gens, puis de le faire de façon aussi virtuelle. Donc, ça, c'est les grands points sur lesquels on va s'attarder au niveau du commerce, de nos commerces à nous. À répondre à la grande question, comment on voit l'avenir du commerce de détail, évidemment, on le voit très bien pour nous. Cependant, il faut respecter le passé pour bâtir l'avenir. Pour nous, c'est ça l'important. On va respecter ce qu'on a fait, ce qu'on a bâti, puis on va regarder avec ça pour avancer dans l'avenir. Évidemment, moi, je ne viens pas ici pour défaire ou refaire ce que Mme Ménard a fait. Je suis là pour le continuer. Puis si je peux, l'améliorer un petit peu dans certains secteurs qui va nous permettre d'avoir une pérennité au niveau du commerce de détail, au niveau de notre commerce d'alimentation. Alors voilà, Mme Ménard, est-ce que vous avez une petite note de fin? Je voudrais juste à mes confrères détaillants leur dire, gardez contact avec votre client. Allez vers ce lien électronique que moi, je ne connais absolument pas. Je réponds à mes courriels, c'est tout ce que je peux faire, mais je suis consciente qu'il faut garder cette relation qui devient peut-être intime avec notre clientèle via les nouveaux médias. Et puis, je pense que ça devient de plus en plus une question de survie. Et surtout, soyez différents, gardez votre créneau et ne tentez pas de ressembler à personne d'autre parce que nous, les détaillants, nous sommes uniques. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. On a du temps pour quelques questions, mais je voudrais faire une remarque. Vous avez fait une présentation de 45 minutes. Il n'y a pas eu de chiffre. Sauf, oui, $1. Hein, c'est le $1 par panier. Et vous avez parlé de passion, de peur, d'être chez les gens. Donc, tous les éléments faisaient appel à des sentiments plutôt qu'à du calcul. Et je pense que ça, c'est un message qui est universel pour le commerce de détail. Mais ça, c'est mon éditorial de l'avant-midi. Il y a un élément, je vais demander aux gens s'ils ont quelques questions, mais j'en ai une, parce que je vais vous la poser avant que quelqu'un vous la pose. C'est pourquoi vous n'avez pas d'épicerie dans le vieux Montréal? Des gens qui ont soif de commerce de proximité pour que le quartier puisse avoir une vie complète.
On m'a beaucoup sollicité. On m'a même offert des locaux avec un an sans loyer. Hein, tout le monde, vous aimeriez ça, je pense. Et j'ai toujours refusé parce que il n'y a pas de densité de population. Je ne crois pas, écoutez, ça a peut-être changé, mais il n'y avait pas beaucoup d'enfants, il n'y avait pas beaucoup de densité de population. Et le client, maintenant, dans le domaine de l'alimentation, il est habitué à avoir un grand choix. Donc, ça prend une grande surface. On ne peut pas avoir un 8000 pieds carrés, là, un petit magasin, puis prétendre qu'on va satisfaire une population. C'est pas vrai, ça. C'est que très rapidement, je vais vous donner un exemple, quand j'ai ouvert le complexe Place du Puy, c'était un magasin qui était pour être de 15 000 pieds carrés, incluant les aires de préparation, ce qui me donnait à peu près 12 000 pieds carrés de vente. Et j'ai dit à ce moment-là à mon président, j'ai dit non, ça ne fonctionnerait pas. Je vous le dis tout de suite, si on offre quelque chose au client, il veut avoir la possibilité de tout choisir. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé à la Place du Puy. Très rapidement, nous avons ouvert à plus de 25 000 pieds carrés et très rapidement, il a fallu, après 3 ans, faire des rénovations parce que lorsque notre client nous adopte, il nous prend c'est-à-dire qu'il nous possède. Hein? Alors, il vient chez nous, puis là, il commence. Je vais avoir ci, puis je vais avoir ça. Ce que je ne pouvais pas faire dans le Vieux-Montréal. Alors, à cause du manque, il n'y a pas un bon mix de clientèle pour un marché d'alimentation. Pas encore, en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Moi, j'en ai une. J'en ai beaucoup. J'en ai une. La question est derrière vous, en fait. C'est IGA Louise Ménard. Et c'est Jacques Nantel qui me faisait la remarque. C'est comme une bannière dans la bannière. Comment gérez-vous ça avec la Maison Verte? Bon, écoutez, je vais me définir très rapidement. J'ai toujours été le mouton noir de la bannière. On m'a toléré. On m'a toléré parce que, je vous ai raconté au début, là, écoutez, mon mari est décédé il y a 17 ans. Ça faisait déjà 15 ans et plus que j'étais à la tête de mon entreprise. Et 3 ans après la mort de mon mari, le président vient me voir et me dit, « Écoute, je vais aller prendre un café avec toi. » Oui. Alors, on prend un café puis il me dit, « Je m'en viens m'excuser. » Monsieur le Président, vous voulez vous excuser devant moi? Ouais. Bien, il dit, imagine-toi, il dit, Pierre, il dit, ça fait 3 ans qu'il est mort, mais il dit, je pensais que c'était lui qui gérait, que tu étais juste un front. On a continué à prendre notre café bien tranquillement. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends quelque chose. J'ai l'impression, comme on me dit, on m'a traitée comme elle est différente, elle a des talons hauts, elle a ses petits pots, on va la laisser faire. Elle fait de l'argent un petit peu, elle ne nous dérange pas trop. Mais finalement, on m'a regardé aller et pendant toutes ces années, j'ai prouvé que j'étais capable de gérer une entreprise. Je n'ai pas demandé à personne, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et cette, entre parenthèses, cette notoriété-là, elle a été gagnée de sou par sou, de journée en journée, de client en client, en ne dérogeant pas de ma philosophie d'entreprise, c'est-à-dire de toujours viser l'excellence. Ça n'a pas toujours été facile, mais je crois que c'était à moi, dans ce monde d'hommes, et là, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, je peux me permettre de le dire, c'est moi qui, il y a 33 ans, c'est moi qui suis entrée dans un monde d'hommes. Et c'était à moi, il ne fallait pas que les gars commencent à s'ajuster à moi, c'était à moi de composer avec cette réalité-là et de prouver ce dont j'étais capable de faire. Et aujourd'hui, on reconnaît que les marchés Louise Ménard, chez ma bannière, on me reconnaît. Et ça n'a pas de prix. Mais c'est avec le temps. Puis, je peux ajouter, en fait, une petite anecdote. Effectivement, si vous voulez avoir des histoires croustillantes,
croustillante justement sur comment les hommes traitaient Mme Ménard à l'époque, au début. C'est particulièrement intéressant. Mais vous avez raison. Non, mais il faut que je le dise. Il y a beaucoup d'histoires intéressantes. Mais vous avez raison. C'est une bannière à l'intérieur d'une bannière, puis on le fait encore plus. Ça, c'est le nouveau logo. Et pourquoi on le fait? Parce qu'il y a une réputation qui est attachée à Mme Ménard, les marchés Ménard. Et c'est important de le maintenir. Puis même, ma mère, quand moi je suis revenu dans l'entreprise, elle m'a même proposé de changer de nom pour dire, ben, on va appeler ça Marché Ménard ou Louise Ménard et Fils. Puis, j'adore ça. M. Nantel hoche la tête. Puis j'ai dit non, venant du milieu des communications, pour moi, c'est important de garder cette chose-là. Je n'ai pas de vanité, mais c'est important de garder ce message-là, de ne pas dire au client, il y a quelque chose qui vient de changer. C'est qui ça, Ménard et Fils? C'est plus Mme Ménard, là, c'est la mort. Alors ça, c'est important de maintenir ça pour justement garder cette réputation-là. Eh bien, merci beaucoup pour votre contribution. On vous revoit tout à l'heure.